Je suis en train de feuilleter l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, une édition de 1779, 3 volumes de gravure, ouais c'est ça, 79, ouais, édité à Genève. Et je suis dans l'art militaire, les armes et machines de guerre. C'est fou la sophistication que finalement, à toutes les époques de l'humanité, on a réussi à trouver pour massacrer ses semblables. C'était assez fantastique d'imagination. Les gravures sont magnifiques. Mais bon, voilà. C'était une œuvre de mort dont il rend compte en détail. Mais les gravures sont sublimes, hein, de qualité. C'est quand même beaucoup mieux que des photos. Hein. Là, j'ai les 3 volumes où il n'y a que les planches gravées, sachant que sur les 35 volumes initiaux de cette encyclopédie, la plupart des autres concernent le texte, quoi. C'est magnifique, quoi. Chaque chose en soi est une œuvre. Enfin voilà, moi, je vibre là-dessus. Puis alors, tu vois, sur cette table, bon, j'ai mis de côté quelques bouquins comme ça. Là, on a, tu vois, justement, voilà, Jules Verne, c'est pareil. Alors là, il y a 5 semaines en ballon, Voyage au centre de la Terre, édition Hetzel, début 20e. Et là, c'est pareil, on parlait d'imaginaire, mais aussi de technologie, et on est en plein dedans, avec en plus un style, un auteur absolument magnifique. D'ailleurs, je me réjouis, ma petite fille en ce moment lit Jules Verne, et je trouve ça très bien. Voilà, et puis là, par exemple, aussi un petit ouvrage, Les Pyrénées de la Bigorre, où il est beaucoup question de bannières. Alors, c'est un long poème, un peu baroque, édité en 1819. Voilà, donc c'est un peu pauvre comme édition, mais c'est tout à fait d'époque, en bon état, c'est charmant. Joli petit poème. Donc je suis venu à vendre des livres après pas mal d'années dans ce lieu, où j'avais au départ comme projet initial et unique de montrer ma peinture et ma sculpture, quelques propositions aussi de création de mobilier. Et puis au début, j'avais même mes machines à bois pour le métal, etc., qui me servaient pour la restauration d'objets d'art ancien, qui est mon métier depuis plus de 50 ans. Enfin, un de mes métiers, dois-je dire. Voilà, et puis il y a 3 ans, maintenant, un petit peu plus, peut-être parce que ce que je présentais avant n'avait pas vraiment assez de succès, et puis mes visiteurs voulaient toujours acheter mes livres, mes disques. Et un beau jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire commerce aussi de livres, de disques? Donc je commençais par les livres. Puis ça a eu vite un certain succès, et puis ensuite... Et c'est naturel, puisque finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les domaines de l'expression artistique et culturelle. Et donc, très vite, la musique s'est ajoutée, à travers les disques vinyles en particulier. Et puis, en dernier lieu, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé aussi à chiner des DVD du cinéma que j'aime. Du cinéma que j'aime et du cinéma que j'avais envie de découvrir.
Et puis voilà, petit à petit, ça a pris sa place. Et donc maintenant, le lieu, c'est bien envahi. Au départ, c'était un petit peu épuré, un peu zen. Et puis aujourd'hui, on peut pratiquement plus se mouvoir dans tout ça. Et chaque semaine, je reçois beaucoup de monde, beaucoup de fouineurs de toutes sortes, voilà. Et j'y trouve un plaisir extraordinaire. Je rencontre des gens qui ont des savoirs époustouflants, des curiosités très diverses, beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes en plus, qui, du fait de leurs études, ont des curiosités souvent très inattendues. Et donc, ce lieu, maintenant, il a trouvé une espèce de vitesse de croisière où les publics très différents se mélangent, quoi, voilà. D'ailleurs, il se crée des rencontres à l'intérieur de ce même public. Il y a des petits cénacles qui se sont constitués. Le samedi matin, ici... alors les gens, ils arrivent, souvent je leur offre le café. Après, à partir d'une certaine heure, ici, on ne boit plus le café, tu le sais bien, on boit plutôt l'apéro. Alors ce n'est pas exactement le même public, j'ai un petit groupe d'indigènes, quasi octogénaires, et même pour certains nonagénaires, mais qui boivent l'apéro, qui échangent beaucoup entre eux. Alors il y a des sujets qui m'échappent, hein. Le rugby vient souvent... prendre le dessus, et là, j'avoue que je n'ai pas les compétences, mais ce lieu est devenu vraiment un lieu d'échange et de rencontre, et du coup, qui donne totalement sens à ma vie et aux années qui me restent peut-être, à savoir un petit complément de revenus à travers cette activité, et un vrai contact avec un large public, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire de cette activité. Ma peinture et ma sculpture, curieusement, depuis que les livres, les disques et les films ont trouvé petit à petit leur public, curieusement, ma peinture intéresse aussi davantage. Alors, est-ce que ça veut dire que les publics des uns ouvrent les yeux sur le reste? Enfin, je ne sais pas, mais cette année en particulier, les deux se sont ajoutés, et ça a été très vivant malgré les 4 mois de fermeture administrative que nous avons vécus. 3 mois, je crois, au point de vue national, et 1 mois supplémentaire ici parce que ma rue avait été fermée pour limiter l'accès au marché. Voilà, en tout cas, je crois que là, je suis parti pour un bon moment maintenant, avec ce public qui se renouvelle sans arrêt. Alors, c'est la chasse au trésor, c'est-à-dire on m'appelle de plus en plus souvent dans des successions, des gens qui meurent, des gens qui déménagent pour des raisons familiales ou de santé, et qui se retrouvent avec des bibliothèques. Ils piochent un peu là-dedans, ils en gardent, et puis ils trient. Et moi, j'achète ce qui reste, quand ça m'intéresse. Hein. C'est-à-dire, moi, j'achète pas n'importe quoi. J'achète ce que je trouve intéressant, ce que j'ai envie de défendre, ce que j'ai envie de partager. Alors, les domaines... Là, on est dans du livre ancien, 18e, 19e, j'en ai même eu plus anciens. Mais j'ai aussi des livres très récents. Tiens, là, d'ailleurs, sur la table, je vais en parler tout de suite. J'ai une amie qui est bagnéresse depuis 2-3 ans, Gerda, peut-être même un peu plus, ouais. On savait qu'elle écrivait. Gerda est née en Haïti, mais elle est en France depuis une 40aine d'années. Alors on savait qu'elle écrivait, elle parlait toujours de son roman qui n'était pas fini, de ses rapports avec son éditeur,
des circonstances où elle remettait tout sur le chantier. Et puis ça y est, le livre est arrivé, on peut même l'acheter à Bagnères, dans les librairies bagnéraises. Et je suis en train de le lire et je suis en train de découvrir un vrai auteur. C'est-à-dire un auteur, c'est quoi? C'est une écriture singulière. On découvre en lisant Gerda, alors au début c'est dur, hein, pour entrer dans son univers. On a presque l'impression d'entrer dans une langue étrangère. Moi je dirais oui, c'est une langue étrangère. Dans laquelle il y a du créole, mais il n'y a pas que du créole. Il y a beaucoup d'inventions de sa part, mais qui, à mon avis, sont... C'est une façon de penser la langue de manière créole. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de lexique. Donc, c'est à nous de nous débrouiller avec les mots inventés, parce qu'elle est très inventive. Alors... Il y a des choses, je lui ai posé la question, est-ce que vraiment ce sont des formules typiques de là-bas ou pas? Il y en a très peu en fait. La plupart sont de son invention. Et moi j'ose dire que c'est une écriture qui a une singularité à peu près comme... il y en a que ça va faire bondir. Céline, par exemple. Et avec un côté flamboyant, mais qui peut être aussi, des fois, frôler la morbidité. Enfin voilà, il y a de tout, il y a des grands écarts. Il y a une imagination débridée sur un fond de vérité vécue aussi, qui est très singulier. Et alors moi, je ne vends pas son livre, hein, je l'ai acheté pour moi. Hein. Mais je tenais à en parler parce que je pense qu'elle est au début. Elle a pourtant... Elle n'est pas toute jeune maintenant, mais elle est au début d'une carrière littéraire qui risque de beaucoup nous surprendre, quoi. Alors moi, je vends du livre ancien, mais finalement, ça me plaît de rencontrer aussi des auteurs vivants. D'ailleurs, en investissant ce lieu, j'avais très envie aussi d'y donner la parole à des auteurs. Alors on l'a un peu fait. Les Bagnérais connaissent peut-être Michel Lacq. On a fait des lectures des poèmes de Michel Lacq ici. On a aussi fait des soirées d'histoire de l'art avec... bon, ça y est, j'ai un trou de mémoire à l'instant, c'est pas grave. Un artiste de Pouilly-Ferré, connu pour ses œuvres monochromes bleues, et qui donne d'excellentes interventions en histoire de l'art. Voilà. Moi, j'avais envie d'une vie... Lévrier-Mussat. Comment? Lévrier-Mussat. Oui, c'est ça, c'est Alain Lévrier-Mussat, voilà. Pendant 1 an ou 2, il est venu ici, 1 fois par mois, donner des conférences qui étaient vraiment bien. Et on avait vite un vrai public. Hein. Enfin, voilà, quoi. Ce qui me manque maintenant, c'est des mètres carrés supplémentaires, parce que, ben voilà, tu vois, il y en a trop, et en même temps, dans tout ça, je crois, ça peut paraître vaniteux, mais j'ai envie de dire, il n'y a rien à jeter. Je ne parle pas de mes œuvres, hein, ça, alors, on peut les discuter. Hein. Je parle de tous ces témoignages de notre histoire culturelle commune, à travers le cinéma, la musique et le livre. Et alors, dans les livres, j'ai envie de dire aussi, j'ai quelques spécialités. Alors, j'ai démarré surtout avec le livre d'art. Et on va bouger, on va aller voir... Oula! On va aller voir ça. Ah ben tiens, le dernier que j'ai acheté, la semaine dernière. Un très très beau volume sur la peinture italienne. Depuis la peinture primitive jusqu'au XXe siècle. Hein. Et alors surtout, une édition absolument luxueuse, magnifique, un texte d'une très grande richesse. Enfin bon, voilà. Quiconque veut aller en Italie doit d'abord commencer par... ou peut-être l'inverse. Aller en Italie d'abord et puis ensuite... plonger dans ce livre, mais bon, c'est un exemple. Hein.
Des exemples comme ça, j'en ai plein. Alors, beaucoup aussi d'ouvrages sur l'art du XXe siècle. Et même, petit à petit, je commence à en avoir du XXIe. Alors, dans ce fatras, on est obligé d'appeler ça comme ça, hein, vous avez vu, par manque de place, j'empile. Alors, des fois, quand on fait le ménage, je redécouvre des couches de choses déjà oubliées, mais avec des petits trésors. Et donc là, ça va de Rembrandt, je vois Marie-Laurencin, Gauguin, Julio González, Delacroix, Caravage là-bas, encore une fois dans des éditions magnifiques. Tiens, là aussi, le hasard. Étienne Hdu. Plein de gens ne connaissent absolument pas Étienne Hdu. Eh bien, Étienne Hdu, qui est un magnifique sculpteur, il s'est réfugié à Bagnères pendant la guerre. Il avait, je crois, il cumulait le fait d'être hongrois de naissance et qui sait, peut-être un peu juif. Et donc, il s'est réfugié ici. Très vite, il a fallu qu'il trouve du travail. Et il a été comme ouvrier marbrier chez Géruzet. Et puis, jusque-là, il avait sculpté le bois, le bronze, etc. Et, excusez-moi, j'ai un problème de corde vocale. Tout d'un coup, il a découvert le marbre. Et à partir de là, son œuvre, qui est présente aujourd'hui dans quasiment tous les grands musées d'art moderne et contemporain à travers la planète, est essentiellement centrée autour du marbre. Alors, chose curieuse, à Bagnères, il n'y a pas d'œuvre d'Étienne Hdu, et je dirais même que très peu connaissent son existence, et je trouve ça très dommage. Peut-être qu'on devrait demander au ministère de la Culture le dépôt d'une de ses œuvres, soit au musée, soit dans l'espace extérieur, hein, parce qu'il a beaucoup de sculptures monumentales. Et je suis à peu près certain que le ministère de la Culture nous accorderait ça. Enfin, voilà, quoi. Quiconque s'intéresse à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, au dessin, enfin bon, aux arts plastiques, puis je rajouterai la bande dessinée, parce qu'alors là, il y en a aussi beaucoup, et c'est un art aujourd'hui. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de matière, hein. J'ai d'ailleurs une clientèle maintenant de plus en plus fidèle dans ce domaine. Donc là, tout ça, toute la bibliothèque qui est là, tout ça, c'en est plein. Alors, on va faire le tour des autres spécialités. Alors, justement, bon, ici, c'est l'architecture, hein, principalement. C'est très éclectique, hein. Là, il y a un bouquin du Corbusier en édition originale, mais aussi, tu vois, les temples et sanctuaires du Japon, la cité chinoise, Richard Mayer, un architecte américain, etc., etc. C'est très éclectique. Et j'ai même les boris, c'est-à-dire ces constructions en pierre sèche qu'on trouve d'ailleurs dans les Pyrénées. Voilà, ou par exemple ici, un petit opuscule sur la construction des bergeries, et granges, etc. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'architecture, je trouve que c'est un art fondamental, quoi. Là, il y a tout le coin cinéma. Alors, aussi bien des livres sur le cinéma que des DVD, évidemment. Alors là aussi, j'essaye de défendre un cinéma d'auteur, un cinéma non exclusivement américain, et je dirais même le moins américain possible, c'est-à-dire là-dedans, il y a du cinéma afghan, kurde, anglais, espagnol, belge, chinois, japonais, etc. Enfin bon, j'essaye d'offrir la diversité d'un cinéma de vrais auteurs, de vrais artistes. Bon, là, il y a tout le coin littérature. Alors, littérature de langue française, et puis là, il y a deux caisses avec la littérature en langue anglaise et plutôt en espagnol, avec un peu d'ouvrages aussi grecs, etc. Bon. Et puis ici, il y a tout ce qui est sciences naturelles, mais aussi astronomie. C'est normal, hein, quand on est au pied d'un
d'un observatoire, mais aussi, voilà, je vois le prestigieux passé des eaux minérales, où il est question de bannières d'ailleurs, évidemment, comme de toutes les villes thermales. Donc là, il y a beaucoup de choses sur les sciences de la nature, disons. Voilà, aussi bien l'animal, le végétal. Et après, là, alors là, c'est un de mes rayons préférés, et peut-être même d'ailleurs un des rayons préférés de ma clientèle, c'est la philosophie. La philosophie, et je fais bien distinction entre la philosophie et ce que moi j'appelle, tout le monde, il y en a que ça fâchera, mais c'est pas grave, la pensée magique. C'est-à-dire là, alors comme par hasard, la philosophie est dessus et la pensée magique est dessous dans des caisses. Mais enfin bon, il y a un choix important, alors je mets dans la pensée magique, c'est ma subjectivité, je mets aussi bien le religieux, et tout ce qui touche à la métempsychose, et ça va aussi... il y a des ouvrages sur les sourciers, le magnétisme, etc. Enfin bon, c'est quand même très éclectique. Et ma position de préférer la philosophie ne m'interdit pas de penser que le magnétisme, ça existe aussi, hein, mais disons que on n'est pas exactement dans le même chapitre, quoi. Hein, voilà. Quoi dire ensuite? Il y a même des polars, pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai toujours pensé que le roman noir, c'est un des styles majeurs du XXe siècle. D'ailleurs, ça m'amène comment dire, la pensée en escalier, là, à la musique noire, c'est-à-dire au jazz. Parce que là, je crois... Ah mais non, j'oubliais, ouais, dans les bouquins, oh là. Bon, un des postes les plus importants aussi, c'est tout ce qui est relatif aux Pyrénées. Alors là, on a tout ça, et toute la moitié gauche de la bibliothèque, là, c'est les Pyrénées. Alors, j'ai quelquefois des livres rares qui intéressent les 5 collectionneurs exclusifs de livres pyrénéens, mais moi, c'est pas tellement cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est tous les ouvrages, même récents, mais d'occasion, qui permettent d'accéder à une meilleure connaissance du territoire pyrénéen. Alors, quand je dis Pyrénées, moi, ça part de la Méditerranée, évidemment, et ça va jusqu'au sud de Bilbao, jusqu'en Cantabrique. Hein. Donc, j'ai aussi des ouvrages en espagnol. Donc, beaucoup de choses sur les Pyrénées centrales, mais aussi sur le Pays basque. Et alors, tout ça, sous l'angle souvent davantage de l'ethnologie, donc la connaissance des pratiques culturelles des populations et des pratiques ancestrales, et plus que sous l'angle sportif, même si, accessoirement, et puis c'est normal, moi j'ai aussi un passé dans ce domaine, j'ai quand même pas mal d'ouvrages sur la pratique de la haute montagne, l'escalade, l'alpinisme, etc., le canyoning aussi, voilà. Ensuite... Là, il y a 2-3 casiers qui sont réservés à une autre de mes passions, qui est la poésie. Donc là, il se trouve que j'ai... C'est curieux d'ailleurs, on dit que les Français lisent peu de poésie, mais finalement, j'en trouve quand même beaucoup. Et puis alors là, c'est les autres montagnes du monde. Là, j'ai même un... Victoire sur l'Everest, je crois qu'il est dédicacé de John Hunt, qui était le... Ah oui, non, c'est pas ce volume-là, mais j'en ai un tout à fait similaire, qui a été le premier au sommet, enfin, qui dirigeait l'expédition qui a vaincu pour la première fois l'itinéraire menant au sommet de l'Everest, avec Edmund Hillary et surtout le Sherpa Tenzing. Bon, puis là, c'est ethnologie, anthropologie, voilà, par exemple, les religions d'Afrique noire, textes et traditions sacrées. Alors, j'ai pas tout lu, hein, évidemment, hein, parce que je sais pas ce qui me resterait comme neurones si j'avais tout lu. Mais disons que je peux à peu près, je connais à peu près le contenu, fût-ce en diagonale, de chacun de ces ouvrages, quoi. Je sais ce que je propose quand je propose un de ces bouquins, quoi. Voilà. Et puis, il y a l'histoire ici. Alors, c'est un peu acrobatique, hein, il faut se méfier.
Donc là, c'est plutôt donc, tout ce qui concerne l'histoire. Hein. Alors, René Raymond, là, Olympe de Gouges, voilà quelqu'un que j'adore. Le crime de poison au Moyen-Âge, voilà des sujets intéressants. J'en ai même sur les épidémies, surtout, mais je ne sais pas où c'est passé, enfin bon, voilà. J'ai aussi, alors, ça c'est marrant, encyclopédie de la fausse noblesse et de la noblesse d'apparence. C'est magnifique, ça, je trouve. Que des gens, d'abord, se soucient de faire la distinction entre la vraie et la fausse. Mais en tout cas, voilà, tout ça est à disposition de ceux qui font de la recherche, de ceux qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce domaine. J'ai beaucoup de choses sur les guerres de 14, les guerres de 70 aussi, etc., etc. J'ai beaucoup de choses sur l'Algérie également, mais c'est pas là, c'est dans mon entrepôt. Et puis après, ici, j'ai les livres qui sont 17e, 18e, 19e siècle, donc beaucoup plus anciens, là et puis dans la bibliothèque. Donc tout à l'heure, voilà, je t'ai montré l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais là-dedans, il y a Victor Hugo, il y a Zola, beaucoup d'éditions anciennes, il y a Flaubert là-bas, toute une série, etc. Et puis, Béranger, les chansons de Béranger, par exemple. Je crois que c'est celui-ci, ouais, c'est ça. Et puis, des auteurs qui maintenant sont totalement passés à la trappe. Voilà. Et puis alors, avant d'en finir avec les bouquins, une de mes toutes dernières trouvailles qui vaut son pesant de cacahuètes. Alors ça, c'est un truc, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Alors il est, voilà, superbement relié cuir, daté 1866. Il s'agit d'un livre entièrement autographe, donc écrit à la main, ce qui sous-entend qu'il n'y en a qu'un seul volume semblable. Ça s'appelle le nouveau Parnasse satirique du 19e siècle, suivi d'un appendice au Parnasse satirique et des veillées d'un fouteur. Il s'agit d'un ouvrage érotico-pornographique qui réunit un choix, alors là je vois Théophile Gautier, Victor Hugo, Baudelaire, etc., et puis des inconnus. Beaucoup d'inconnus aussi, Albert Glatigny, je crois pas que personne se souvienne de lui, etc., etc. Alors je dis bien érotico-pornographique, œuvre unique, voilà, que j'ai commencé à feuilleter. Alors j'ai retrouvé la même année la première édition imprimée, mais là c'est un ouvrage manuscrit et pour le moment j'arrive pas à expliquer. Est-ce que c'est une maquette pour la première édition imprimé, ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui l'aurait copié à son propre usage? Impossible, on va chercher. C'est aussi l'intérêt de ce métier, c'est de chercher, c'est de comprendre, c'est aussi, par exemple, quand on rachète la bibliothèque de quelqu'un qui est décédé, c'est d'essayer de deviner petit à petit la personnalité de cette personne qui se cache derrière son choix de livre. Et de ce point de vue, je ne peux pas tout raconter là, on n'aura pas le temps, mais j'ai des exemples extraordinaires de personnes très très singulières qui ont vraiment construit des bibliothèques totalement à leur image, des personnes que moi je n'ai jamais connues, mais ensuite il se retrouve que par croisement de témoignages, j'ai eu confirmation de beaucoup d'éléments qui apparaissaient comme ça à travers ces bibliothèques, et je trouve ça extrêmement intéressant, tant du point de vue de l'histoire locale, quand ça s'inscrit dans l'histoire locale, que simplement de la curiosité personnelle, quoi. Voilà, pour les bouquins, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et puis ensuite, il reste la musique. Alors la musique, moi je vis au quotidien avec la musique. Mon approche de la musique, c'est un peu la même chose que pour les livres. D'ailleurs, j'ai commencé à dire j'ai des spécialités, mais si on fait le tour, tiens, oui, j'aperçois, là, il y a aussi la science-fiction, par exemple.
Quand on fait le tour, il ne reste pas beaucoup de spécialités. C'est-à-dire, j'essaye surtout d'être éclectique. Et dans le domaine de la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire que je connais beaucoup de personnes qui ont la même pratique que moi, c'est-à-dire qui achètent et qui revendent des disques vinyles, ou des CD d'ailleurs. Ah, désolé, hein, mais vraiment. En général, 90%, 95% de ces gens et de leurs choix portent, on peut dire, sur la pop et le rock anglo-américain. Et il se trouve que moi, mes goûts, depuis toujours, m'ont porté complètement ailleurs. Enfin, complètement ailleurs, pas tout à fait, parce que le jazz, qui pour moi est une musique majeure, c'est quand même une musique venue des États-Unis. Même si, encore hier, j'avais le témoignage d'un Américain de passage qui me disait que les Français sont beaucoup plus friands de jazz que les Américains. Mais bon, il se trouve que donc j'ai beaucoup de jazz, parce que c'est une musique qui m'a nourri dès le plus jeune âge, et puis aussi parce que j'ai organisé longtemps un festival de jazz. Ça m'a donné l'occasion d'approfondir cette connaissance, puis de rencontrer, parmi les plus grands d'ailleurs, de ces musiciens, de passer du temps avec eux, et de vraiment entrer dans l'intimité de cette musique et de ceux qui la font, quoi. Mais à côté de ça, j'écoute aussi, et j'ai, dans mes stocks, je dois avoir à peu près 3000 disques, j'ai du baroque. J'ai des vraies musiques anciennes, aussi bien d'Europe occidentale que d'Europe de l'Est. Donc musique baroque, chant grégorien, musique classique aussi. Alors moi je précise classique, ça veut dire c'est la période Haydn, Mozart, etc. Et romantique, c'est-à-dire ce qui démarre après Beethoven, Schubert, Schumann, etc. Et puis alors une musique qui m'intéresse énormément, c'est la musique classique, entre guillemets, savante comme on veut, du XXe siècle. C'est-à-dire une musique de laboratoire. Alors, il y a des noms qui sont assez connus, comme Pierre Boulez, d'autres qui sont moins connus, comme Xenakis, Karl-Heinz Stockhausen, ou d'autres encore, là, je pense, je sais pas, à Terry Riley, la musique répétitive, Arvo Pärt, Philip Glass, etc. Enfin, voilà. Tout ça, c'est une musique qui m'intéresse énormément, que j'essaye aussi d'abord d'avoir, que j'écoute, et qu'ensuite j'essaye de partager, c'est-à-dire, j'en garde pour moi, hein, mais de vendre aussi à des amateurs, leur faire découvrir aussi. Hein. Moi, mon idée, c'est d'amener les gens à élargir leur champ d'investigation. Il y a aussi toutes les musiques du monde, quelquefois parmi les plus primitives. Je pense, là, l'autre jour, j'ai acheté un disque de percussions africaines, mais là aussi, j'ai sous les yeux le Ram Narayan, qui est un grand musicien indien de l'Inde du Nord. C'est aussi de la musique, j'ai vendu un disque de musique japonaise il y a quelques jours, musique tibétaine, les chants tibétains, enfin les trompes aussi et les chants. C'est aussi toutes les musiques du monde arabe, musulman, la Perse aussi, la musique, enfin l'Iran aujourd'hui, mais qui est la tradition culturelle persane. Mais ça va aussi jusqu'à la musique irlandaise, etc. J'ai aussi beaucoup de flamenco, et on peut dire de musique espagnole en général, mais avec un point particulier sur le flamenco, qui est une musique qui me touche beaucoup. Le tango argentin. Cette année, on fête le 100e anniversaire ça y est, j'ai encore un trou de mémoire. M'excusez, ça reviendra plus tard dans le fil de la conversation.
d'un très grand musicien de tango argentin. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses dans ce domaine aussi. Je suis sûr que j'en oublie. J'ai même de la variété française de qualité, et même un peu de pop-rock, évidemment, il faut en avoir. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ma spécialité, quoi. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ça. Et puis maintenant, si tu veux savoir le reste sur mes peintures, mes sculptures, bon, ben... Je veux bien qu'on regarde. Une peinture en particulier, une sculpture. Ben, oui, alors bon, il y a ce qu'il y a là, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore dans mon entrepôt, enfin dans mon atelier. Bon, il y a celle-ci, là, ouais, qui d'ailleurs a subi quelques modifications. Elle était dans la rue, elle a été vandalisée. Je l'ai reconstruite. Je l'ai légèrement transformée en la reconstruisant. Donc ça, je travaille du métal. J'assemble des éléments de métal qui sont déchirés, hein, c'est bien le mot qui compte, hein, ils ne sont pas découpés, ils sont déchirés par une énorme machine dont dispose un grand ferrailleur de la région, qui est une presse cisaille. Alors c'est du métal qui peut faire 2-3 cm d'épaisseur. Eh bien, la machine, qui est gigantesque et d'une puissance extraordinaire, arrive à déchirer le métal à froid. Et ce qui produit, ce qui m'intéresse moi, c'est ce côté déchiqueté véritablement. Bon, pour arriver au même résultat par des moyens manuels, ce serait extrêmement complexe. Donc moi, j'utilise l'inertie de cette machine. Et ensuite, je compose ma sculpture à partir des éléments que... Le hasard aussi de la machine, qui est à la fois donc une presse et une cisaille, les formes qu'elle a créées, le hasard que m'offre cette machine. Moi, j'aime bien me faire aider comme ça. Et ensuite, j'assemble, voilà, à partir de ces éléments. Alors, au départ, moi, je suis formé en sculpture bois, hein. Sculpture ornementale, puisque je suis restaurateur d'objets d'art anciens aussi. Je travaille sur les... Actuellement, là, je restaure un rétable baroque pour l'église de Tostat, au nord de Tarbes, là, qui est classée, une Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc là, on est dans une sculpture académique, en bois, et ça, c'est ce pourquoi j'ai été formé par, comment dire, formation initiale aux Beaux-Arts, en l'occurrence les Beaux-Arts de Saint-Étienne, mais aussi apprentissage sur le tas pendant, ça fait 50 ans que je pratique. Hein. Et au niveau peinture, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'ai une double pratique de restaurateur. Il y a 2 ans, j'ai encore restauré un grand tableau du XVIIe pour l'église de Baudéan. C'est une lapidation de Saint-Étienne du XVIIe siècle. Où là, il faut une technique académique, on refait la moitié d'un pied, la moitié d'un visage, etc. Bon. Et ma création personnelle, alors là, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'au contraire, là, tu es devant... Alors, c'est une peinture, celle-là, elle a une drôle d'histoire. Je l'ai commencée il y a 25 ans. Et puis, je trouvais jamais la solution. Je trouvais pas la porte de sortie. Il y avait... quelque chose qui m'intéressait dedans, mais je trouvais jamais la conclusion. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, pof, ça a jailli en quelques heures, et bon, voilà. Ça, c'est un des tout derniers que j'ai fait, c'est même le dernier, je crois. Ça, c'est une chose que j'ai réalisée pendant le confinement. Et on s'était confinés ici avec une autre amie qui découvrait la peinture, qui est beaucoup plus jeune, et qui se lançait, comment dire, en autodidacte absolu. Et on a travaillé là, ici, on avait tout dégagé pour avoir de la place, etc. Et pendant les 2 mois de ce confinement, la peinture a été notre activité essentielle. Et d'ailleurs, on se propose de faire dans quelque temps une expo de nos travaux.
Après, là, au milieu, tu vois, tu as un exemple, c'est à part, c'est différent. C'est différent, ça, c'est autre chose. C'est des choses que je fais pour m'amuser, là. Il se trouve que je changeais d'atelier, donc je faisais le ménage. Donc je ramassais un tas de déchets, de choses qui avaient été faites avant, en particulier des chutes provenant de restauration de meubles, etc., de meubles anciens. Il y a des éléments qui sont 18e, même là-dedans, peut-être. Enfin non, peut-être pas tant que ça, là. C'est plutôt des choses... Si, un tout petit peu, ouais. Et au moment de les balayer et puis de les mettre dans le poêle, je me suis dit, comme ça m'arrive souvent, bon, c'est dommage de brûler ça. Il y a déjà des formes intéressantes. Et alors moi, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire au départ, j'ai rien à dire. C'est le vide total. Et puis, c'est un accident, c'est une forme que me propose un objet de rebut, un truc que je récupère comme ça. Ça peut être donc du métal ou du bois ou d'autres matériaux d'ailleurs. Hein. J'ai fait des choses dans plein d'autres matériaux qui donnent le début d'un petit sentier que je vais suivre. Et puis c'est seulement quand j'aurai fini que j'aurai le début d'une idée de ce que j'y ai trouvé. D'ailleurs, souvent, c'est les gens qui commentent les tableaux qui voient des choses que je n'y avais pas vues et qui m'instruisent un peu sur mon travail. C'est rigolo, ça. Ben, au moins, il y a un échange. Et alors là, en plus, celui-là, il a une histoire. Bon, en général, je ne cherche pas du tout à être figuratif. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Mais là, je deviens un peu figuratif. Et alors, j'ai réalisé après coup. Pourquoi ? Ici, mon atelier, il est il est à l'orée de la ville, un endroit où tous les gens amènent leurs chiens tous les jours pour poser leurs étrons et promener leur animal. Hein. Il ne faut pas y voir que du négatif, hein. Tout ça est tout à fait charmant. Et puis, il venait de neiger. Et en fait, je m'aperçois que j'ai mis à la fois la neige par le blanc intense et ce gros chien, là, posant ses étrons. Enfin bon, c'est de l'autodérision, mais de l'autodérision à base de déchets et de recyclage qui, moi, me fait beaucoup de bien. Point final. Je ne porte pas de jugement esthétique supplémentaire là-dessus. Et puis, de toute façon, moi, j'avais un ami, un grand peintre qui est décédé malheureusement là au tout début de l'épidémie. Il avait 100 ans, remarquez, hein, qui me disait « Ne t'occupe pas de la grande musique des grands maîtres, occupe-toi de faire émerger ta petite musique à toi. » Et ça, c'est une leçon que j'ai toujours retenue. C'est-à-dire que, hormis peut-être une période de l'adolescence où j'ai cru que j'étais un futur génie, j'ai très vite compris que c'était pas le cas. Mais j'ai très vite compris aussi que sans être un génie, j'avais un petit talent et j'avais surtout une sensibilité passionnelle pour la peinture. C'était un héritage un peu familial, ça. Et que ça pouvait donner sens à ma vie. La peinture, bon, pas que la peinture, vous voyez bien, c'est-à-dire moi, derrière tout ça, c'est quoi ? C'est la quête de la beauté. La beauté qui vous console d'être né et d'être là. Voilà. Et donc, enfin voilà, je ne sais pas si j'exprime bien ma philosophie dans ce domaine, mais je pense que ça dit assez clairement ce que je voulais en dire. Voilà, voilà. Alors, je suis en train de finir mon dernier chantier de restauration. Parce qu'il faut dire que le bas-relief dont j'ai parlé tout à l'heure, il fait 2,50 m par 2 mètres. Et c'est physiquement très, très, très éprouvant. Le chantier que j'ai fait juste avant, c'était en haut d'un échafaudage de je ne sais plus combien de mètres de haut, dans des conditions un peu... Enfin, c'est toujours très éprouvant physiquement. Et là, maintenant, je ne m'en sens plus capable. Donc, j'ai décidé d'arrêter ces chantiers de restauration et donc maintenant de me consacrer pleinement au développement de cette activité, de tout le relationnel qui existe autour.
C'est-à-dire que peut-être si je peux reprendre un usage vivant du livre à travers des rencontres avec des auteurs ou des lectures, même tout simplement. Hein. On peut faire revivre de nombreux auteurs. Et voilà, enfin, ça, c'est un de mes projets. On attend avec impatience que la dictature médicale qui nous est tombée dessus comme une chape de plomb nous rende un peu de notre liberté, ou alors qu'on soit capable de la reconquérir, et puis je recommencerai, je compte même développer sérieusement toutes ces choses-là, quoi. Ça m'amène à penser à une petite phrase de Spinoza. Je parle de dictature, ça pourra sembler excessif à certains, mais Spinoza disait, de mémoire, hein, la tristesse et la peur sont l'arme des tyrans. Et j'ai l'impression que... Alors, je ne vais pas dire que nos actuels gouvernants, quels qu'ils soient, je ne pense pas qu'à notre gouvernant français, hein, je parle de tous ceux de toute la planète, aient fait quoi que ce soit pour qu'on arrive à cette situation, mais je pense que la situation, moi je ne suis pas donc un complotiste, hein, mais je pense que cette situation qui donne à chacun d'entre eux un pouvoir que aucun de leurs prédécesseurs n'a jamais eu. Je ne pense pas que Louis XIV ait jamais pu imposer à son peuple de telles mesures disciplinaires, ne serait-ce que parce qu'il n'avait pas les moyens de contrôle à l'époque dont disposent aujourd'hui nos gouvernants. Donc je pense qu'aujourd'hui, du fait de cette crise sanitaire, nos gouvernants ont un pouvoir qui dépasse tout ce que leurs prédécesseurs, si monarques fussent-ils, avaient. Et j'ai peur que les gens n'en prennent l'habitude. Moi, en ce moment, le sentiment que j'ai, c'est que de toutes les choses auxquelles il nous faut renoncer dans la vie, ce qui est normal, puisque nous savons tous que nous sommes mortels, la chose dont j'ai l'impression que le plus grand nombre renonce avec le plus de facilité, dont il fait le plus vite le deuil, c'est la liberté. Et ça, je n'arrive pas à m'y résoudre. Voilà tout ce que j'avais à peu près à dire de tout ça. Enfin, maintenant je passe du coq à l'âne. Je suis bavard, hein. Dans les choses que je présente ici aussi, il y a une grande disparité. Souvent, les gens me font remarquer que dans mes travaux, il y a une grande disparité. Alors bon, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont 25 ans d'écart. Hein. Quand on fait de la peinture ou de la sculpture, c'est pas comme si on vendait du poisson. Hein. Je veux dire qu'on n'est pas tenu de vendre sous 2 jours ou de garder dans la glace. Donc il y a des choses qui restent. Il y a aussi des choses qu'on a gardées et qu'on décide de sortir un jour, etc. Donc il y a des choses là qui datent de plus de 25 ans, et puis d'autres au contraire qui sont toutes récentes, et ce qui explique ces disparités, et puis ce qui explique aussi ces disparités, c'est mon goût personnel pour, ou plutôt une difficulté à refaire éternellement la même chose. Il y a des artistes, et parmi les plus grands, qui ont toute leur vie pioché exactement le même sujet. Et avec une obstination extraordinaire. Et d'ailleurs, le public aime bien, et pas que le public, hein, les critiques, les spécialistes, les experts, reconnaître instantanément l'œuvre d'un artiste dans la mesure où, justement, il y a cette permanence dans l'écriture, dans les sujets, etc.
Eh bien, moi, je suis incapable de faire ça. Je vais trouver une piste, je vais l'explorer à travers 2, 3 choses, 5, 6, même des fois. Il m'est arrivé d'aller une fois jusqu'à 40 numéros sur un même thème, qui était celui des... zut, je trouve plus le mot. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc j'avais un thème qui m'avait été imposé du fait d'une exposition dans un lieu bien particulier, un musée d'art sacré d'ailleurs. Et là j'avais réalisé 40 œuvres dans la même veine, au même format, avec les mêmes matériaux. Mais autrement ça ne m'intéresse pas. Enfin ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça, c'est que j'en suis incapable. Je saute trop facilement, vous l'avez remarqué d'ailleurs à travers cette conversation, du coq à l'âne. C'est pas marrant pour le coq d'être pris pour un âne, d'ailleurs. J'ai oublié de dire une chose aussi, c'est que tout ça a démarré il y a 70 ans, enfin presque, dans la vallée d'à côté. En fait, j'ai passé toute mon enfance à Luce-Saint-Sauveur. Et j'ai attendu malheureusement trop longtemps avant de revenir ici. D'ailleurs, au passage, j'y ai perdu mon accent d'enfance. Mais j'ai gardé intacte une passion pour le paysage pyrénéen de l'Atlantique à la Méditerranée. Tout m'intéresse, mais avec une passion particulière pour la partie occidentale, et une passion pour une partie des objets que tu as dû voir au tout début, tout à l'heure en arrivant là. J'ai gardé aussi la passion de la collection de tous ces objets. Alors, je n'ai pas que des objets comme ça, mais mêlés au travers d'objets d'autres civilisations, donc de tous ces objets de la vie paysanne pyrénéenne, ces objets qu'on fabriquait dans les granges. Alors l'image habituelle, c'est le paysan en hiver avec son canif. Bon, c'était un peu plus élaboré que ça, hein. En fait, il y avait aussi des professionnels qui taillaient des cuillères, qui fabriquaient des outils, etc. Mais en tout cas, voilà, tous ces objets de bois, de métal, qui étaient produits par ou pour nos paysans de nos vallées, qui étaient les objets qui les accompagnaient en estive, etc. J'en ai une nostalgie extraordinaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, chaque fois que j'ai l'occasion dans les vides-greniers, dans les brocantes, ou quand je vais chez des gens pour acheter des livres, et si j'en vois qui traînent, j'essaye de les acheter. Aujourd'hui même, on peut le faire avec Internet. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on en trouve encore un peu. Tous ces objets ethniques pyrénéens, qui d'ailleurs, à mon avis, ne sont pas assez valorisés. J'ai toujours rêvé de voir l'émergence d'un grand musée ethnographique pyrénéen quelque part dans le massif, qui expliquerait, je veux dire, toute notre histoire agro-pastorale, et qui a construit ce paysage, quoi, hein, le paysage qui d'ailleurs a été à ce titre classé par l'UNESCO, ce qu'on appelle le paysage culturel, quoi. Donc voilà, ça j'en ai la nostalgie, follement la nostalgie, j'accumule tous ces objets, je vis avec. Pour moi, ces objets, ils ont vraiment une âme, et on a un dialogue tous les matins. Je prends mon petit déjeuner devant les cuillères à pastèque de la vallée de Barège, et ça me remplit pour la journée, quoi, voilà. Jean-Marc Luce, nous allons arrêter là. Quelque chose à rajouter? Bon, j'étais assez bavard, non? Je pense qu'on risque de me le reprocher, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, j'assume.